Bonjour passionnés de mesures logicielles, mon nom est David Alexandre Paquette et bienvenue à ces capsules de formation sur la méthode cosmique. Nous allons voir ensemble le module 3, étude de cas, logiciel d'affaires. Alors, dans ce module 3, vous apprendrez comment mesurer les études de cas d'affaires. Bien sûr, ce module s'intègre dans 7 autres modules qui sont présentés dans d'autres capsules et dont je vous invite à aller voir. Voyons maintenant les différentes parties de la mesure cosmique. Comment est découpée la mesure cosmique, donc ces différents chapitres. Alors, le manuel de mesure cosmique se compose de différentes parties. La partie 1, principe, définition et règles. La partie 2, ligne directrice. La partie 3, exemple de concept et de mesure cosmique, consistant en. La partie 3A, exemple de stratégie et mesure standard. La partie 3B, exemple en temps réel. Et la partie 3C, exemple SIG. Cette présentation, soit ce module 3, porte sur les exemples des logiciels d'affaires pour appliquer la mesure cosmique aux logiciels d'affaires. Voyons justement la stratégie standard pour des logiciels d'affaires en ligne. Alors, les exigences fonctionnelles de l'utilisateur FUR de tout logiciel d'affaires en ligne définissent la fonctionnalité requise par l'entreprise, y compris les exigences d'interface humaine pour le client du logiciel. Dans l'image ici, on voit effectivement l'utilisateur humain qui a des interactions avec un module d'affaires en ligne, et par la suite, il peut y avoir aussi d'autres interfaces par la suite. Nous remarquons dans cette image le E pour l'écriture, le S pour la sortie, le L pour la lecture au niveau de la base de données sous l'application d'affaires en ligne, ainsi que le C pour l'écriture dans la base de données. Point important ici, les FUR ne décrivent pas les fonctions fournies par l'environnement d'exploitation ou par les commandes de contrôle. Alors passons maintenant à la stratégie standard pour des composantes majeures de logiciels d'affaires en ligne. Donc, le diagramme de contexte d'un logiciel d'affaires développé à l'aide d'une architecture multicouche ou multiniveau, avec les trois principaux composantes communs d'interface utilisateur, règles d'affaires et services de données, nous donne effectivement, comme le graphique l'indique, différents liens qui commencent par l'utilisateur humain, avec les entrées et les sorties, et par la suite l'interface utilisateur, les règles d'affaires, les services de données, ainsi que les autres applications. C'est au niveau des services de données que nous retrouvons le lien avec le stockage persistant pour faire des lectures et des écritures. Les deux limites indiquées entre ces trois principaux composantes coïncident avec les interfaces entre les trois couches ou niveaux dans lesquelles ces composantes résident. Regardons plus spécifiquement le logiciel d'affaires traité en lot. Donc, dans ce cas, les utilisateurs humains d'un traitement par lot n'interagissent pas directement avec le logiciel. Alors, comme on peut le voir dans le graphique, où nous retrouvons les utilisateurs humains, nous pouvons retrouver aussi une application qui interagit avec l'application qui fait le traitement en lot, par des entrées et des sorties. On voit que l'application qui fait les traitements en lot, elle va recevoir l'information et faire les lectures et les écritures à la base de données. Bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres interfaces au niveau de l'application qui se trouvent derrière l'application qui traite en lot et qui peuvent avoir justement des entrées et des sorties, elles aussi. Cependant, les utilisateurs humains fournissent les données d'entrée pour les processus fonctionnels du logiciel et reçoivent les données de sortie du traitement par lot. Voyons ensemble un exemple d'un processus fonctionnel d'affaires. Alors, la fonctionnalité utilisateur requise ou le FUR peut spécifier des processus fonctionnels distincts pour mettre à jour les données d'une personne pour chacune des transitions possibles qu'elle peut effectuer entre, par exemple, les états de célibataire, marié, veuf et divorcé. Alors, elle peut ajouter, modifier, enlever et interroger. Chaque action est un besoin différent pour l'utilisateur. Allons plus en détail un exemple d'une interrogation. Supposons qu'une requête ait besoin d'afficher une liste de noms d'employés sélectionnés à partir d'un fichier de données d'employés par n'importe quelle combinaison de trois paramètres d'entrée, soit l'âge, genre et le niveau d'éducation. Les trois paramètres doivent être des sorties.
Si aucun employé ne correspond aux critères de sélection, un message d'erreur doit être émis, donc une sortie qui serait ce message d'erreur. Analysons maintenant le nombre de mouvements de données pour l'interrogation. Donc, les 5 mouvements de données, CFP, de ce processus fonctionnel sont donnés dans le tableau ci-dessous. Donc, regardons le tableau ensemble. MD pour mouvement de données, attribut clé, groupe de données. La première ligne, entrée, donc l'entrée au niveau de l'âge, le genre, le niveau d'éducation. Le groupe de données, c'est un paramètre de choix des employés. Dans la deuxième ligne, nous voyons une lecture avec l'ID employé. Au niveau du groupe de données, ce sont les données employées. Nous avons une sortie qui est l'âge, le genre, le niveau d'éducation. Et comme groupe de données, nous avons les paramètres de choix des employés. Nous avons une autre sortie, ID employé, où le groupe de données sera le nom de l'employé. Et à la dernière ligne, une sortie ID erreur, s'il y a un message d'erreur, si nous ne trouvons pas d'individu au niveau de la recherche, et le groupe de données et le message d'erreur confirmation. Voyons maintenant un exemple de commande multi-article. Alors, dans cet exemple, la FUR spécifie un processus fonctionnel qui permet la saisie d'une commande multi-article dans une base de données qui contient déjà des données persistantes sur les clients et les produits avec les attributs suivants. Donc voici les attributs. En en-tête de commande, nous avons l'ID commande, l'ID client, la référence de commande client, la date de livraison souhaitée, etc. Ensuite, nous retrouvons les articles de commande avec l'ID d'article, l'ID de produit, la quantité de commande, et ainsi de suite. Les attributs clés ID de commande et item ID sont générés automatiquement par le logiciel. L'identifiant client et l'identifiant produit doivent être validés. Et finalement, l'entrée des données saisies doivent être validées et confirmées, sinon un message d'erreur doit être émis. Voyons maintenant ensemble la solution pour la commande multi-article qui contient 7 points de fonction cosmique, ceci en lien avec l'exemple vu précédemment. Alors voici les en-têtes des colonnes, MD pour mouvement de données, attribut clé et groupe de données. Alors, pour la première ligne, nous avons une entrée, et l'attribut clé et ID des commandes, le tout avec le groupe de données données commande. À la deuxième ligne, nous avons lecture avec attribut clé ID client, avec comme groupe de données les données client. En troisième, nous avons entrée, avec comme attribut clé ID des articles, et comme groupe de données les données d'articles des commandes. En quatrième, une lecture avec ID des produits, avec comme groupe de données les données du produit. En cinquième, une écriture ID des commandes, avec comme groupe de données les données des commandes. Par la suite, une écriture ID des articles, avec données d'articles des commandes. Et pour terminer, une sortie, attribut clé erreur, s'il y a un message d'erreur ou confirmation, et le groupe de données est message d'erreur ou confirmation. Apportons maintenant certaines précisions sur le traitement en lot. Alors, le flux par lot, le système de traitement des commandes, peut contenir des processus fonctionnels pour l'ajout de nouveaux clients, ajouter de nouveaux produits et supprimer des produits obsolètes, saisir de nouvelles commandes, saisir des annulations de commandes, et ainsi de suite. D'autres processus fonctionnels peuvent s'ajouter à cette liste. Mais voici la liste principale des processus fonctionnels dans le cadre de l'exercice. Chacun de ces différents processus fonctionnels doit être analysé de bout en bout et indépendamment de tout autre processus fonctionnel dans le même flux. Chaque processus fonctionnel est déclenché par sa propre entrée de déclenchement et doit être analysé comme si les données, y compris d'éventuelles autres données non déclenchables nécessaires au processus fonctionnel, étaient saisies en ligne par l'utilisateur fonctionnel humain. Alors, voyons maintenant un exemple du traitement en lot. Alors, pour le traitement des données des employés en supposant un processus fonctionnel de création, nous pourrions avoir 3 mouvements de données. Le premier, une entrée avec comme attribut clé ID des employés et comme groupe de données données des employés. Une lecture ID des employés avec une donnée des employés. Et une sortie ID des erreurs avec comme groupe de données message d'erreur ou confirmation. Remarque importante ici, lors du dimensionnement d'une application nécessitant la saisie de données via un ou plusieurs fichiers d'interface par lot, tous utilisant l'utilitaire, le processus fonctionnel de l'utilitaire doit être compté une fois pour l'application.
Point important, s'il se trouve dans le périmètre de mesure. Voyons maintenant un traitement par l'eau avec un stockage temporaire. Alors, le stockage temporaire n'est pas un groupe de données. Comme le montre l'image suivante, nous avons l'employé, commande en cours de traitement qui est au niveau de la mesure fonctionnelle, et le stockage temporaire est entre les deux. Donc nous avons employé, stockage temporaire, et la commande en cours de traitement. Ceci, donc, c'est son implantation. C'est un moyen d'implémenter la fonctionnalité, ni plus ni moins. Remarque importante ici, ne peut pas être prise en compte dans la mesure. Prenons un moment pour faire un survol de Cosmic, donc une petite récapitulation. Alors, nous avons le système logiciel ayant plusieurs processus fonctionnels. Au niveau du front-end, nous avons le matériel d'entrée-sortie. Au niveau de la frontière, nous avons l'utilisateur fonctionnel ou d'autres logiciels ou appareils ayant des interactions avec le logiciel. Du côté du back-end, nous avons le stockage persistant avec les données qui se retrouvent là et les différents mouvements de données, donc l'entrée, c'est-à-dire l'utilisateur fonctionnel qui fait une entrée d'informations dans le système logiciel, la sortie, donc le système logiciel qui amène une sortie, un message ou autre interaction avec l'utilisateur fonctionnel. De l'autre côté, nous avons la lecture, donc le système logiciel qui fait une lecture au niveau du stockage persistant, ainsi que l'écriture, donc d'écrire dans le stockage persistant. Vous voulez en savoir plus, donc il y a des informations complémentaires sur la méthode Cosmic. Donc veuillez consulter le site web de Cosmic pour connaître les règles détaillées, les exceptions et les conseils spécifiques au domaine que vous pouvez retrouver à l'adresse suivante. Le manuel de mesure utilisé dans ces capsules est la version 5.0 et il existe des guides pour les applications d'affaires, logiciels en temps réel, entrepôt de données et logiciels Big Data, ainsi que les applications SOA. De plus, vous pouvez retrouver plusieurs études de cas pour vous aider à naviguer à travers la méthode Cosmic. C'est ce qui conclut ce troisième module de 7 sur la méthode Cosmic. Je vous invite à regarder les autres modules qui se retrouvent sur le site. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine!